commence par me présenter. Je m'appelle Monsieur, tout d'abord, Obilo Ngongo. Je suis responsable pédagogique à l'Alliance française. Avant ça, je suis professeur de français et l'enseignement du français, la transmission du français vers les apprenants et d'autres personnes qui ne parlent pas encore français est ma passion. Et j'exerce cette passion et ce métier à l'Alliance française de Nairobi, où je suis responsable pédagogique, comme j'ai dit. Je sais que je vois des gens que je connais déjà qui me connaissent, mais je vois d'autres personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc, voilà, c'est ça la présentation. Actuellement, je me trouve dans un hôtel à Kisumu où j'anime une formation pour des collègues qui voudraient devenir examinateurs, correcteurs de DELF-DALF. Donc, la présentation que je souhaite faire, c'est tout à fait ce qu'ils ont eu pendant la formation. Donc, vous aussi, vous allez bénéficier d'une partie de cette formation. Puisque quand on parle de DELF-DALF, c'est une idée qui est née du CECRL. Et voilà pourquoi je partage la même chose que je fais pendant cette formation. Okay? Donc, comme professeur, ce n'est pas un webinaire. Je vais peut-être vous poser aussi 2 ou 3 questions de temps en temps pour voir si on est tous, si on a tous les mêmes compétences. J'ai dit, je pose la question, je vois les gens qui commencent à éteindre les vidéos. Éviter le regard du professeur. Donc, la première question, je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire CECRL. Quelqu'un voudrait essayer? OK. Wabomba, je te vois toucher ton écran. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je m'appelle Sao Wabomba. Je pense que CECRL signifie cadre européen commun de référence pour les langues. Exactement. Le CECRL, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Et on va voir la signification, la vraie signification de ça et d'où cela vient. Donc maintenant, je ne suis plus l'hôte de la réunion, c'est Yveline qui est hôte de la réunion. Donc Yveline, tu devras me nommer hôte de la réunion. Tu sais comment faire? Ah, donc, quand tu cliques sur participant, vas-y. Ah oui, oui. Est-ce que tu vois mon Après, nom? oui, je le vois. OK. Est-ce qu'il y a une option des flèches? Oui, oui, oui. OK. Si tu touches les flèches Voilà. là-bas. OK. Merci. Ça va. J'ai encore le pouvoir. D'accord. OK. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, je vais juste... Je vais partager cette présentation. J'espère que c'est visible à tout le monde. C'est bon? Ouais, ouais. Super. Donc, c'est une présentation qui est faite de la part de l'Alliance française et aussi de France Éducation Internationale. France Éducation Internationale parce que, en termes de la langue française, c'est l'institution qui administre tout ce qui concerne l'expertise de la langue française en France. Et quand on parle CECRL, la plupart du temps, on passe par FEI, qui est un service du ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous parlons du CECRL et comme a dit Sao Wabomba, le CECRL s'appelle vraiment le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, d'où vient ce cadre européen commun de référence pour les langues? Mais Wabomba, excusez-moi, Wabomba, lui, il a dit il pensait, donc lui, il n'était pas sûr.
Et il pense bien. Sawa. Il pense Mais bien. pensez- À tout le monde. Mes pensées sont des faits. D'accord. Sawa Bomba, tu as pensé bien parce que c'est le D'accord. cadre européen commun de référence pour les langues. Vous savez qu'à un moment, par exemple, dans le passé, chaque pays en Europe avait sa monnaie, n'est-ce pas? Et chaque pays avait son visa. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années, à la fin des années 90, Boniface Si Lidaouli? je serais excusé parce que j'ai une tasse là, c'est pourquoi je me cache derrière mon caméra. Mais je viens de te poser une question. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé en Europe vers la fin des années 90? Mais normalement, il y a beaucoup de choses qui se passent là, non? Non? OK. Vers la fin des années 90, l'Europe a décidé de s'unir et de former une unité qui s'appelle l'Union européenne. Et L'Union européenne, c'est ça. à ce moment-là, il y a eu un bon effort pour harmoniser beaucoup d'éléments qui concernent des éléments sociaux, des éléments culturels, des éléments en termes d'économie, plusieurs éléments de gouvernance même dans l'Europe. Et parmi les choses qui ont été harmonisées était le système de l'éducation et le contenu qui allait dans ce système de l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, puisqu'on a déjà l'harmonisation, il est possible d'étudier l'ingénierie dans un pays en Europe et de passer de ce pays à un autre pays européen et continuer avec son cursus au même niveau. Parce que tout est harmonisé. Le système scolaire est harmonisé, la monnaie est harmonisée, le visa est harmonisé. Parmi les choses qui ont été harmonisées, c'était la façon d'évaluer et de classer les compétences en langue. Donc, pour cela, ils ont développé, à travers le Conseil de l'Europe, ils ont développé ce cadre européen commun de référence pour les langues. Ce cadre européen commun de référence pour les langues, ou ce qu'on appelle en anglais Common European Framework of Reference for Languages, cherche ou vise à donner un cadre commun, une approche commune pour évaluer les langues, pour enseigner les langues et pour développer les systèmes d'apprentissage. Il y a quelqu'un qui parle? OK. Sinon, je vais vous mettre en sourdine tous, comme ça, on n'a pas d'interférence. Oui, merci. Donc, ce CECRL prend une approche actionnelle et c'est l'approche maintenant qui est adoptée dans toute l'Europe pour l'éducation et aussi dans d'autres parties du monde. Il nous guide sur comment on doit apprendre le français. Il nous guide sur comment enseigner le français, comment évaluer le français. Dans l'évaluation, le CECRL définit les compétences d'un utilisateur dans des niveaux différents. Donc, le CECRL classe les utilisateurs de langue dans 6 niveaux différents. Bien sûr, vous avez déjà entendu parler de A1, A2, B1, B2, C1 et C2. C'est une façon de classer les utilisateurs de la langue. On est prof, donc on pense aux candidats et aux élèves, mais cette classification est générale. C'est pour toutes les personnes qui utilisent la langue, les langues européennes. Donc, ça veut dire le français et les autres langues. Donc, on va voir l'approche cette approche qu'on dit, l'approche qui est visée par le CECRL et comment cela nous affecte, nous, dans nos pratiques de classe et ce que ça veut dire pour un utilisateur. OK? Donc, comme je dis, le CECRL a été développé par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a une division qui s'appelle Division des politiques linguistiques qui a développé ce CECRL qui est utilisé
Dans tous ces pays que vous voyez juste là à côté, à droite, il y a plusieurs pays qui appliquent le CECRL comme document cadre pour les langues. Au début, les objectifs du CECRL étaient de harmoniser les pratiques d'enseignement et d'évaluation au niveau européen, voire international. Et ça, c'était au début. Maintenant, ils ont réussi parce que c'est ce système qui est utilisé dans plusieurs pays, voire en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est ce système qu'on suit. Et les examens qui sont conçus selon le CECRL sont les plus connus. Nous, bien sûr, nous connaissons déjà cet examen qui s'appelle DELF et le diplôme DELF, qui est un système de prouver que la personne parle français. Pour les autres langues, il y a toujours des examens de même nature. Deuxièmement, on a conçu ce document pour encourager aux Européens d'apprendre les langues des autres pays pour favoriser la mobilité en éducation, la mobilité en travail. Ça veut dire que quelqu'un qui bouge d'un pays à l'autre en Europe, il n'aura pas de problème au niveau de l'éducation. Tout d'abord, j'ai expliqué que déjà, les curriculums sont harmonisés, donc on n'a pas de problème à aller suivre un cours dans un autre pays. Et en plus, on n'est pas bloqué par les barrières linguistiques parce que maintenant, on est capable de parler une langue et on connaît exactement ce qu'on est capable de faire à ce niveau. Deuxièmement, au niveau professionnel, il est possible d'aller dans un autre pays et si on parle cette langue de ce pays, d'exercer sa profession dans ce pays. Il est aussi possible pour un employeur d'un autre pays qui n'est pas notre pays de savoir ce qu'on est capable de faire avec une langue. Si aujourd'hui je dis que je parle français B2, quelqu'un d'autre vient, il dit qu'il parle portugais B2, quelqu'un d'autre parle italien B2. Nous sommes tous les trois capables de faire les mêmes choses dans nos langues différentes. J'espère qu'on se comprend. OK? Ouais. C'est toujours la même chose. Donc, si un Kenyan va chercher un travail aux Nations Unies et il dit, voilà, je parle français, j'ai le DELF A2. Là, les responsables aux Nations Unies, ils vont juste consulter le CECRL et ils vont voir tout de suite, même s'ils ne parlent pas français, ils vont voir tout de suite que cette personne n'est pas capable de travailler avec le français au bureau parce qu'il a seulement un petit niveau de A2. C'est pour ça qu'on parle de favoriser la mobilité. Comme ça, si on parle la langue, c'est plus facile d'abord de vivre dans ce pays et c'est aussi possible de prouver qu'on parle cette langue à un certain niveau. Troisièmement, le Conseil de l'Europe a voulu encourager le plurilinguisme parmi les membres ou les habitants de la zone Europe. Ceci pour éviter tout d'abord les discriminations où, par exemple, la personne ne peut pas parler une langue, donc l'information n'est pas accessible. Et aussi pour encourager l'intégration entre les Européens. On peut seulement avoir une intégration culturelle si on arrive à s'en comprendre langagièrement. Donc, finalement, pour encourager le plurilinguisme. Et maintenant, on utilise ce système dans d'autres pays pour prouver qu'on parle français. Donc, on est allé au-delà des objectifs initiaux du CECRL et le Conseil de l'Europe. On utilise le CECRL pour faire des choses différentes. Tout d'abord, on définit les niveaux de compétences pour enseigner. Le CECRL nous donne des bases pour enseigner. Tout d'abord, on a parlé du perspective actionnelle. La perspective actionnelle nous montre comment on doit approcher l'enseignement et l'apprentissage des langues aujourd'hui. Donc, pour enseigner, il faut avoir des supports. Et ces méthodes sont développées aussi selon le CECRL et les niveaux du CECRL. Donc, on utilise le CECRL pour élaborer des programmes d'enseignement et apprentissage. Par exemple, on peut décider, un jour, quelqu'un pourrait décider qu'au Kenya, on va adopter le CECRL pour notre curriculum. On va demander à ce que les formes 4 soient des vrais niveaux B1, par exemple.
Et voilà, et là, on adopte ça. Donc, il y a des pays qui ont adopté le CECRL. Donc, on utilise le CECRL pour élaborer des programmes d'enseignement et d'apprentissage par les autorités locales. Deuxièmement, on les utilise pour construire ou pour conceptualiser des méthodes. Concevoir des méthodes, je veux dire, pardon. Concevoir des méthodes. Les méthodes qu'on va utiliser dans la classe. Et aussi, après, il y a le deuxième objectif qui est évaluer. On utilise le CECRL pour évaluer puisque le CECRL nous donne des bases pour savoir les compétences linguistiques que la personne doit avoir à un certain niveau. Donc, si on se réfère au CECRL, il est possible de dire ce que la personne est capable de faire. Il est possible aussi pour nous de savoir où est-ce qu'on va amener la personne si c'est notre étudiant. On peut évaluer et voir, ma classe doit arriver au niveau A2 et là, je les évalue, ils sont très loin du niveau A2, donc qu'est-ce que je dois faire? Dans le CECRL, on va trouver ce qu'on appelle les descripteurs. Les descripteurs sont des descriptions qui nous disent ce que la personne est capable de faire pour des activités différentes, langagières, à ce niveau-là. Donc, pour évaluer, on a développé des certifications en langue selon l'évaluation positive. Quand on parle de l'évaluation positive, c'est une évaluation qui cherche vraiment à ce que l'utilisateur obtient ce diplôme. On cherche à savoir qu'est-ce que l'utilisateur est capable de faire avec la langue au lieu de chercher des erreurs. Je fais des blagues quelquefois quand je parle de mes profs de maths à l'école secondaire et qui étaient déprimés à chaque fois que il y avait la moitié de la classe qui avait plus de 50%. Et le prof disait, mais quel examen est-ce que j'ai conçu là? Comment est-ce qu'ils ont obtenu 50%? Mais ce n'est pas vrai. Un examen de maths doit être difficile. Ici, pour le français, on ne cherche pas à savoir à quel niveau l'utilisateur est faible ou combien il peut souffrir avec un examen. Non. On cherche à valoriser ce qu'il est capable de faire. Et c'est pourquoi on parle d'une évaluation positive. Chers collègues, n'hésitez pas à poser des questions dans le temps quand je parle. Ce n'est pas bien aussi de parler tout seul. N'hésitez pas de poser des questions au lieu d'attendre jusqu'à la fin. OK? Troisièmement, le CECRL nous donne une base pour prendre conscience de son niveau. Dans l'apprentissage aujourd'hui, on demande à l'étudiant d'être au centre de son apprentissage. L'étudiant ou l'apprenant doit être capable de s'auto-évaluer. Il doit être capable de se fixer des objectifs. Il ne doit pas entrer dans un apprentissage sans savoir où il va. C'est pourquoi ce CECRL n'est pas un secret. Ce n'est pas un curriculum que je vais cacher dans mon armoire, dans la salle des profs et que les étudiants ne doivent pas voir. Non, c'est ouvert. Je dois le donner à tous les apprenants. Je les encourage à le lire. Je les encourage à savoir où est-ce qu'on va avec ce français. Qu'est-ce qu'on sera capable de faire à la fin de ce cursus de niveau 1-1, à la fin de ce cursus de niveau A2. Comme ça, eux-mêmes, ils savent où on va. Et si ils n'ont pas l'énergie pour y aller, ils peuvent dire plutôt, ah, là, je crois que je me suis mêlé dans une chose que je ne comprends pas. Ou bien, ah bon, on doit passer autant de temps pour arriver au niveau B2. Ah, ok, je vois quel effort je dois mettre. Sinon, on risque qu'un apprenant perd espoir à la fin du niveau 1-1 parce qu'il croyait qu'il allait déjà parler français. Et s'il avait lu le CECRL, il aurait su qu'à la fin de niveau 1-1, il n'est pas capable de parler en français, il est capable de faire 2 ou 3 choses en français. Le CECRL décrit, dans la mesure possible, toutes les activités langagières qu'un apprenant ou un utilisateur de la langue doit pouvoir faire avec la langue. Au niveau d'avoir une conversation, interagir à l'oral, au niveau de comprendre une émission à la télévision, ça c'est une activité langagière. Une activité langagière, c'est toute action qu'on entreprend avec la langue. Donc, par exemple, lire un journal, qu'est-ce qu'il va être capable de comprendre? Et toutes ces descriptions se trouvent dans le CECRL.
Vous allez trouver la description, par exemple, à la page, entre la page 49 et 77 du CECRL. Je n'ai pas préparé des copies pour vous parce que ce n'est pas un secret. Allez sur Google, tapez CECRL français, vous allez avoir toute cette information. Les savoirs à mobiliser, parce que pour parler une langue, il ne faut pas seulement savoir la langue, il faut avoir des savoirs. Je ne peux pas parler de… je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, je parlais avec le directeur de l'Alliance sur la construction des maisons. Je vous dis la vérité, ce n'est pas mon domaine. Donc, j'ai souffert à parler. Je peux prétendre avoir le niveau C2 en français, mais j'ai souffert à parler parce que je n'ai pas ce savoir. Je parle bien français, mais je n'ai pas ce savoir. Donc, parler français ne demande pas seulement d'avoir la connaissance de la langue. Il faut aussi avoir des savoirs. Il y a des savoirs qu'on va mobiliser. Et le CECRL décrit quel savoir il faut mobiliser pour parler. Par exemple, pour faire un exposé, le CECRL nous dit à niveau A1, il n'est pas capable de faire un exposé parce que avec la langue française, il n'a pas la capacité, il n'a pas le savoir-faire d'organiser les idées pour parler en continu pendant 10 minutes, par exemple. Donc, le CECRL décrit les savoirs à mobiliser et comment les développer. Aussi, on va parler des situations et domaines dans lesquels on utilise la langue. Quand on parle de perspective actionnelle, on parle d'utiliser la langue dans des situations réelles dans la vie. Ça veut dire qu'on doit agir, même dans l'apprentissage, dans l'évaluation, on doit toujours être confronté à des situations qui existent, à des situations réelles. Si vous suivez le CECRL et l'approche actionnelle, vous allez vous trouver à enseigner dans vos classes avec des documents authentiques, par exemple, avec des documents que vous avez trouvés, des documents extraits des sites web qui existent, un document que vous avez trouvé hier. Et si vous utilisez une méthode qui date de 8 ans, et vous voyez que vous pouvez trouver ce document dans un autre site et d'un format ou d'une version la plus récente, allez chercher cette version plus récente. Ne dépendez pas du livre qui a été écrit il y a 10 ans. Vous imaginez si vous enseignez comment écrire un email et vous utilisez un livre qui a été écrit en 2015. Le format ne ressemble pas du tout au format d'aujourd'hui. Les situations doivent être réelles. On continue? Voilà. Oui. Le CECRL va décrire les compétences dans les activités langagières différentes. Je viens de parler des activités langagières différentes. Par exemple, la réception orale, ce qu'on entend. La réception écrite, pouvoir lire. La production orale, parler. L'interaction orale, parler. Qui voudrait, parmi nous, nous différencier la production orale et l'interaction orale, rapidement? Le prof que je suis, de temps en temps, je désigne les gens. OK. John Wambeo, mon ami, est-ce que tu vois la différence? Ce n'est pas un test. Hein? Okay. Différence entre quoi? La production orale et l'interaction orale. OK. La production orale, ça c'est quand on parle, hein? Parler. Et, quand on parle d'un sujet, et puis l'interaction, c'est quand on parle avec un autre interlocuteur. Exactement, exactement. La production orale, merci John. La production orale, c'est quand on parle en continu. L'interaction orale, c'est quand on doit adapter nos actes de parole à ce que dit l'autre personne. Ça veut dire qu'on est dans une conversation. La même chose s'applique pour la production écrite et l'interaction écrite. La production écrite, ça veut dire que j'écris et voilà, j'ai fini d'écrire. L'interaction écrite veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit et quand j'écris, je dois adapter mes actes de parole pour communiquer à la personne qui m'a écrit.
Et finalement, on va parler des stratégies de communication. Je viens de faire allusion à une activité qui est l'exposé. Pour faire un exposé, je dois avoir des stratégies. Pour suivre un film, je dois avoir des stratégies. Vous imaginez un film avec les sous-titres. Je peux décider de regarder et puis regarder les sous-titres quand j'ai un problème de compréhension, ou je peux commencer par les sous-titres et puis regarder l'image. À chaque fois que j'approche une activité langagière, j'ai des stratégies. Je veux faire un exposé. Ma stratégie, c'est que je vais commencer par introduire et puis je vais avoir mon corps pour des arguments. Je vais terminer par la conclusion. Et là, pour enchaîner les différents points, les différents arguments, je vais les numéroter. Je vais dire premièrement, deuxièmement, troisièmement. Vous voyez, là, je stratégise dans ma tête. J'ai une stratégie. Et c'est pourquoi j'ai dit, on va les définir. Un niveau 1-1. Il ne va pas avoir de stratégie de communication. Pourquoi? Parce que lui, il répète les choses qu'il a mémorisées. Mais sa stratégie, c'est je commence par cette information, je suis par cette information, je suis par cette information. Il ne va pas avoir le même niveau de développement du contenu comme un niveau B2. Et ça aussi, c'est défini par le CE-CRL. J'invite les questions entre-temps. On continue? Donc, on parle d'une perspective actionnelle. Qu'est-ce que la perspective? Qui a déjà entendu parler de la perspective actionnelle? Vous pouvez juste mettre le signe de main. Si vous avez déjà entendu parler de perspective actionnelle. Oui. Félix, vas-y, tu peux nous dire, selon ce que tu peux dire, ce que c'est la perspective actionnelle. Je crois que la perspective actionnelle, c'est comme la communicative actionnelle, où on a la notion de tâche. Quand vous préparez des tâches avec des enfants ou des élèves, et vous trouvez la façon de le mettre en œuvre, vous le mettre en place, vous le mettre en tâche, de tout vous enseigner, ils font tout ce que vous voulez. C'est ce que je comprends avec actionnel, comme le nom action. Oui, actionnel. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais c'est d'action. Mais par exemple, vous préparez des activités et vous voulez quoi? Vous voulez quand des élèves font quelques tâches. OK, vous avez la fiche pédagogique et vous préparez tout ce que ça, que des élèves ou vos apprenants font ça. C'est vraiment auprès d'une action. Action. C'est ça. C'est bien. Merci, Félix. Félix, ex-assistant de langue qui est arrivé de France et qui maintenant travaille comme prof de français. Il a commencé à travailler comme prof de français et qui a aussi écrit un roman. Déjà, imaginez-vous. C'est déjà fini. Je prévois de publier mon après de Harlington ou ça honorait de Paris. Je prévois, mais je suis honoré d'être dans une équipe française, oui. maintenant Okay. à l'Alliance française. Très bien, très bien. Et qui suit son master à l'université Moïse Eldoret. OK. Merci beaucoup, Félix. Quelqu'un veut ajouter sur ce que Félix vient de dire? Oui, vas-y, Sawa. Je dirais que la perspective de type actionnel focalise surtout sur la pratique. Et de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de théorie. C'est plus pratique que théorique. C'est ça. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? J'ai vu Boniface qui avait levé la main. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Félix et Sawa. Ce que je pourrais ajouter là, c'est que les tâches là qu'on réalise, faudrait que le contexte soit comme si c'était de la vie réelle, quoi. Donc, ils ne sont pas très éloignés de la vie réelle.
Donc, si c'est une situation qu'on pratique en classe, les apprenants doivent avoir une relation avec ce qui se passe dans la vie réelle. Merci. OK. Je vois aussi la main de Timo. Timo, Oui. Oui, merci Obilo. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent dire les autres, mais simplement, l'apprenant joue un rôle actif à son apprentissage. Il n'est pas passif, il est actif. Merci. OK, super. Très bien. Merci beaucoup, Timo. Quelqu'un d'autre a levé la main? Boniface, tu avais quelque chose à ajouter? Je félicite Timo Yusa. Plutôt. Ah, donc tu applaudissais. Bien Timo Wena, je ne sais pas s'il est Wena ou... Merci. Oui, donc en bref, ce que nous sommes en train de dire, c'est que dans la perspective actionnelle, l'apprenant est l'acteur social, l'apprenant est au centre de son apprentissage, l'apprenant doit être actif. Comme vous avez tous répété le mot actif, action, il doit être dans l'action. Donc, si je donne un exemple, voici l'apprenant, voici le savoir. Je fais comme Ronaldo et mes bouteilles. Voici l'apprenant, voici le savoir. L'apprenant voit le savoir parce qu'il a lu le CECRL, n'est-ce pas? Donc, il sait quel savoir il doit avoir. Au début du cours, on annonce les objectifs. L'apprenant sait que je dois arriver ici et il voit le savoir. Croyez-moi, il peut arriver au savoir. Il va utiliser tous les moyens. Même s'il n'y a pas de prof, il va utiliser tous les moyens. Si aujourd'hui, vous êtes un apprenant de la langue Kikuyu, vous allez habiter à Nyadarua et vous voulez arriver à demander à manger. Vous allez y arriver ou pas? Vous allez y arriver, n'est-ce pas? Pas dans la classe, mais vous allez employer des stratégies pour y arriver. Aujourd'hui, on est dans une situation classe. L'apprenant sait où est le savoir. Le prof est par-ci. Le prof, son travail, c'est de ne pas laisser l'apprenant prendre 2 ans pour arriver au savoir. Le prof, son travail, c'est de faire le pont entre l'apprenant et le savoir. Ça ne veut pas dire que le prof doit aller prendre le savoir et l'apporter à l'apprenant, non. Le savoir reste là, c'est à l'apprenant d'utiliser le prof comme un pont pour aller au savoir. Ça va? Ou vous pouvez penser différemment. L'apprenant pourrait utiliser le prof pour tirer le savoir. Mais le point est que ce n'est pas le prof qui détend tout le savoir. Le prof, son travail, c'est de faciliter. Donc ici, on parle d'un apprenant acteur et d'un prof facilitateur du savoir. Dans ma classe, par exemple, je ne peux pas prendre un marqueur pour écrire sur le tableau passé composé. Et ça, c'est si je suis le CECRL. Passé composé. Et puis, je procède à expliquer les choses et après, je donne un exercice. L'étudiant, il n'a pas participé à la construction du savoir. Il a reçu des informations. Après, il ne va pas assumer ce savoir. Il va dire ce que le prof nous a montré là, c'était ça. Parce que ce n'est pas lui qui est allé chercher le savoir. Chercher le savoir, ça veut dire, je voudrais que les étudiants identifient des adjectifs. Je vais leur donner les moyens pour identifier les adjectifs. Je vais les laisser, eux, identifier les adjectifs. Je vais les laisser, eux, découvrir que quelquefois, l'adjectif est dans une forme féminine, dans une forme masculine. Dans ma classe numéro 1 de français, je demande aux gens de se présenter en français. Ben, les étudiants me regardent. Excuse me, sir, it's our first day here. We don't know French. Je leur dis, vous allez parler en français. Qu'est-ce que je fais comme prof? Je commence par dire, je m'appelle Obilo, je suis Kenyan. OK? Et puis, on fait un tour de rôle.
tout de suite, je n'ai pas donné l'information. Ils ont utilisé une stratégie qui est imiter. Et ils vont imiter. Et ils vont se dire, quand il dit « je suis Kenyan », « suis », c'est un verbe pour introduire la nationalité. Donc, depuis ce moment, même s'il y a une autre nationalité, ils vont changer, mais ils vont dire « je suis ». Sans le dire, ils ont déjà appris. Je vais dire « j'habite à Kibera ». Ils vont répéter et ils vont comprendre que, ah, là, il a utilisé « je », donc il y a quelque chose qui a à faire avec lui, donc « je », et il a utilisé un verbe « habite » et il a dit « Kibera ». Donc « habite », ça veut dire là où, ah, ok, ok. Donc « j'habite à », et à chaque fois, vous allez voir, ils vont changer. Je n'ai pas dû dire, pour dire où vous habitez, il faut utiliser ce verbe. Je n'ai pas à dire ça. On est dans l'action. Moi, je me suis présenté, les étudiants, ils ont déduit de ma présentation. Comme quoi, pour présenter là où on habite, on doit utiliser le verbe habiter en français. D'accord? Donc, ça, on imagine, ça, c'est la leçon 1. Si j'enseigne le passé composé, par exemple, c'est le plus difficile, hein, c'est là où tout le monde perd espoir avec le français. Le passé composé, je ne vais pas écrire sur le tableau et dire à mes étudiants, voilà ce que c'est le passé composé. J'ai donné un exemple pendant ce stage. Dans un livre que j'adore, il y a un document qui est, il y a une photo, qui est une femme qui est à la plage et cette femme, elle relaxe et puis à côté, il y a un livre, un cahier, un carnet où elle écrit ses expériences pendant le voyage. Et les étudiants disent, oh, ça c'est un journal intime parce qu'ils voient qu'il y a une date, il y a je, et puis il y a des activités. OK. Donc, mon objectif est de les préparer au passé composé. Donc, ici, c'est un exemple de comment les faire chercher le savoir eux-mêmes. On va lire le document. On va repérer quelques informations. Tout d'abord, on va faire la compréhension globale pour savoir que cette femme est en vacances. Où? À quel moment? Voilà. Et puis, je vais demander à mes étudiants d'identifier quelques éléments. Par exemple, je vais leur demander de chercher les moments. Ils vont dire, il y avait ce matin, il y avait hier après-midi, il y avait hier soir. Ah, donc ils vont repérer les moments. Dans ce document, bien sûr, la plupart des moments, c'est dans le passé, puisque c'est un journal intime qu'on écrit dans la nuit, après avoir aimé la journée ou détesté. D'accord? Donc, ils ont repéré les moments. Déjà, les moments sont dans le passé. Ça commence à arriver. Je vais leur demander de lister les activités de cette femme. Ils vont lister les activités. Ils vont me demander comment on liste les activités. Écrivez avec le sujet et le verbe pour écrire l'activité. Ils vont écrire « J'ai joué au football. J'ai visité le musée. Nous avons rencontré des amis. » Patati patata. Et ils vont les lister. Déjà, j'ai les moments. Et puis, j'ai les conjugaisons dans le passé. Ils ne savent pas, mais ils ont repéré des conjugaisons. Ils ne savent pas parce que je suis le facilitateur. J'ai fait ça. Je n'ai pas demandé « trouvez-moi des phrases dans le passé ». Non, j'ai juste dit « trouvez les activités de cette dame pendant les vacances ». Et puis, je vais leur demander, à partir de ces informations que vous avez trouvées sur les moments, cette femme écrit des activités passées, présentes ou futures. Ils vont me dire dans le passé. Ah, quels sont les vocabulaires dans ce texte qui vous montrent que c'est dans le passé? Ils doivent justifier. Ils vont dire hier soir, hier après-midi. Voilà. Donc déjà, on a le contexte, c'est dans le passé. Trouvez-moi les activités qu'elle a faites dans le passé. Ils vont identifier. Je vais leur demander, comment est-ce qu'elle écrit ses actions dans le passé? Ils vont remarquer, à un moment après avoir fait une liste, ils vont remarquer que, oh, pour écrire dans le passé, à chaque fois, la femme utilise avoir et le verbe dans un format bizarre. Et être et le verbe dans un format bizarre. Donc, ils vont dire, monsieur, pour écrire dans le passé, on utilise le verbe avoir ou le verbe être et l'action dans un format différent. Est-ce qu'ils n'ont pas maîtrisé le passé composé déjà? Si, ils ont la notion de base de passé composé.
je n'ai pas à venir écrire sur le tableau. Après, je peux les diriger vers nommer ces choses. Là, maintenant, c'est mon travail. Je suis le prof formé, j'ai les noms des choses compliquées. Je vais leur dire, est-ce que l'action, c'est le verbe ou l'action principale, c'est le verbe avoir et être? Ils vont dire non. Les verbes être et avoir aident l'autre verbe. Donc, comment on appelle les verbes qui aident d'autres verbes pour fonctionner? Ils savent ça depuis l'école secondaire. En anglais, ils vont dire auxiliary. Et puis, je vais nommer ça en français, je vais dire auxiliaire. Et après, ils ne savent pas ce que c'est participe passé. Donc là, comme prof, je vais entrer pour dire, et cette autre partie, on l'appelle passé composé. Je peux aussi demander aux étudiants comment s'appelle cette autre partie. Parce que dans la classe, on a toujours un ou deux qui ouvrent la page suivante pour voir les secrets. Et il y en a un qui va dire le participe passé. Et je vais dire, ah, exactement, c'est le participe passé. Donc maintenant, on sait que pour écrire dans le passé composé, il y a le sujet, il y a l'auxiliaire, il y a le participe passé. Quels auxiliaires la femme elle a utilisé? Être et avoir. On a déjà la structure de base du passé composé. Je n'ai pas passé 3 jours à faire ça. Je n'ai pas écrit sur le tableau. J'ai demandé aux étudiants de repérer l'information. C'est ça, être au centre de son apprentissage. Ça, c'est l'approche de l'enseignement. L'autre approche dont a parlé Félix, c'est de travailler à partir des tâches. Toute cette leçon, je vais la construire pour arriver à une tâche. À chaque fois, à la fin de chaque leçon, il doit y avoir une tâche. Pourquoi? Parce qu'une information que je ne peux pas relater avec ma vie ne me sert à rien. Je peux mémoriser le plus que parfait, mais si je n'arrive pas à l'utiliser, à l'appliquer dans ma vie, ça ne veut rien dire. Donc, à la fin de ma leçon du passé composé, je vais demander à mes étudiants d'écrire pendant une semaine leurs journaux intimes, les activités de la journée et comment ils se sont sentis. Et c'est ça la tâche. C'est réel, c'est dans sa vie. Ça applique à sa vie du matin au soir. C'est ça l'approche actionnelle, la perspective actionnelle. L'acteur social, c'est lui qui subit les actions de la langue. Et puis, aussi, il y a toujours un objectif. Un objectif, c'est qu'il faut toujours accomplir la tâche dans un contexte donné. L'objectif, c'est qu'il faut avoir une finalité. La finalité, à chaque fois, c'est la fin de la tâche. Par exemple, dans la tâche que je viens de décrire, qui est écrire son journal intime, toute la classe doit présenter à la fin de la semaine leur journal intime. Ils peuvent même faire un design artistique dans la classe pour les préparer. Donc, le premier jour, on va faire le design avec des papiers. Ils vont colorer et puis après, ils vont commencer à écrire leurs activités. Et à la fin de la semaine, ils vont présenter leur semaine, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Voilà, dans la classe. Donc, j'ai la tâche finale à la fin de la semaine. Ça va? Ça vous parle? OK. Donc, colorer ou colorier? Merci, Félix. J'ai la tête fatiguée. C'est colorer ou colorier. On a deux verbes en français, colorier et colorer. Oui, colorier. Okay. Colorier, voilà. Excusez-moi, j'ai la tête fatiguée. On a commencé la formation à 7 h ce matin. Donc, voilà. Je risque de parler portugais à un moment. Mais ça va. Voilà, continue, allez-y. OK. Donc, on a parlé d'avoir un but et accomplir la tâche. C'est ce qu'on essaie de faire. Et retenez ce mot, il faut toujours avoir une finalité. Et vous allez voir quand même dans les examens DELF, il y a une finalité. Une finalité, c'est qu'est-ce qu'il doit rendre cet apprenant de la langue. À la fin, quel est le produit? Qu'est-ce qu'il a? S'il doit développer un dialogue, le produit à rendre, c'est un dialogue avec un ami, un dialogue complet. Si c'est cette tâche que je viens de décrire, à la fin de la semaine, il doit venir avec son carnet, son journal intime, et qu'on peut afficher dans la salle de français. Si on a appris comment accepter des invitations et inviter, je peux leur demander d'écrire des invitations et de faire des cartes
des cartes qu'ils vont, Félix, colorier. Et puis, qu'on va afficher dans la classe. Ça va? À chaque fois, il faut avoir un produit. Et ce produit va nous aider à valoriser le travail que l'apprenant a fait dans nos classes. OK? L'usage d'une langue, c'est un texte un peu long. L'usage d'une langue, y compris son apprentissage, comprend des actions accomplies par des gens qui, comme individus et acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences générales. On a parlé de compétences générales, les savoirs dans la vie, les compétences générales et notamment une compétence à communiquer langagièrement. On va pouvoir réaliser des tâches à travers des activités langagières. Je vais expliquer ça pour ne pas vous ennuyer avec un texte très long. Là, il y a une notion de tâche, il y a une notion de compétence générale individuelle, compétence à communiquer langagièrement, activité langagière et domaine. Je ne vais pas aborder les thèmes et sous-thèmes. La tâche, c'est une activité en contexte. Le CECRL dit que la tâche est toute visée actionnelle que l'acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d'un problème à résoudre, d'une obligation à remplir, d'un but qu'il s'est fixé. Une activité en contexte, ça doit être une activité qui peut arriver dans ma vie réelle et ça doit être ancré dans un contexte. Je ne peux pas donner une tâche qui n'a pas de contexte. Je dois expliquer la situation. Après avoir expliqué la situation, maintenant on l'est dans le contexte et je vais expliquer la tâche à réaliser. Si je prends un examen DELF, par exemple, vous allez voir qu'il est marqué « Vous êtes parti en vacances avec votre famille ». Ça, c'est le contexte. Et puis, je vais donner un but. Vous écrivez une lettre postale à vos amis, à votre ami, pour lui parler de vos activités, des choses que vous aimez, du temps qu'il fait et des lieux que vous avez visités. Donc, le résultat qui est attendu, c'est je vais avoir une carte postale. Dans cette carte postale, il y aura, donc, voici le but, il y aura des actes de parole sur avec qui je suis en vacances, les activités que je fais, le temps qu'il fait, ce que je pense de ce lieu, ce que j'aime. C'est ça. Donc, une tâche, si vous donnez une tâche dans la classe, il faut tout d'abord définir la situation. Où est la personne? La situation, c'est tout simplement le qui, où, quand, quoi. Le qui, où, quand, quoi nous permet de, je vais juste noter cela. Le qui, où, quand, quoi permet au candidat ou à l'étudiant de se situer et de savoir j'agis de ce lieu. Qui, où, je n'ai pas de clavier français en ce moment. Quand, quoi. Qui, où, quand, quoi. Et peut-être on peut se demander pourquoi. Dans chaque tâche que vous donnez, il faut toujours avoir ces questions. Qui, où, quand, quoi. Il faut mettre la situation en clair. Comme j'ai dit par exemple, qui, vous êtes en vacances. Vous, où, vous êtes en vacances. Je peux dire, vous êtes en vacances en France avec votre famille. Quand? Pendant les vacances. Ou quand? En décembre. Quoi? Les vacances. Donc déjà la situation, vous êtes en vacances avec votre famille. Nous avons déjà le qui, avec qui ou à qui. Je peux écrire aussi, vous téléphonez à votre mère parce que vous êtes malade. Voilà la situation. OK? Donc, je donne tout d'abord la situation avant de demander à mes étudiants de réaliser une activité. Ça va? OK. On passe. Donc, une tâche, c'est une activité en contexte. C'est une activité à réaliser, c'est un problème à résoudre. Et à la fin de cette activité, il faut avoir un résultat. Les compétences générales individuelles, on a parlé des savoirs. Donc, il y a tout d'abord les savoirs. Les savoirs, c'est toute notion que nous avons dans la tête. La notion que ça,
c'est un téléphone, on utilise pour téléphoner. Ça, c'est un savoir. Un savoir, c'est voici la côte de la route. Un savoir, c'est que le piano se joue comme ça, avec les doigts. Ça va, ça c'est un savoir. Un savoir, c'est que pour jouer au piano, il faut lire les notes musicales. OK? Ça, c'est un savoir. Un savoir-faire, c'est maintenant utiliser ce savoir. Pourquoi on lit ça? Parce que pour communiquer avec une langue, il faut avoir ses compétences générales individuelles. Il faut avoir des savoirs. Il faut savoir que c'est un téléphone. Il faut savoir ce que c'est une carte postale. Je demande à mes étudiants d'écrire une carte postale. S'ils ne comprennent même pas ce que c'est une carte postale, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut avoir les savoirs. Il faut avoir des savoir-faire. Sur la carte postale, on écrit l'adresse ici. On écrit l'activité ici. On va à la poste pour l'envoyer. Ça, c'est un savoir-faire. Qu'est-ce que je fais avec ce savoir que j'ai? C'est les techniques, c'est l'habileté. Après, nous avons le savoir-être. Le savoir-être, c'est exister dans la société. Le savoir-être, c'est savoir que je dois saluer. Dans la carte postale, ça, c'est un savoir-être. Un savoir-être, c'est respecter les gens. C'est savoir, je dois vous voyer cette personne. C'est de savoir que sur une carte postale, je ne peux pas écrire 5 pages et puis ajouter des choses. C'est bizarre. Je ne veux pas être bizarre. Je vais écrire sur la carte postale et pas dépasser. Ça, c'est le savoir-être. Dans une conversation, le savoir-être, c'est la posture. C'est savoir comment s'adresser aux gens. C'est savoir que je dois commencer par saluer. Je dois terminer par prendre congé. Ça, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est de savoir quel geste utiliser si je parle au français. Je ne peux pas utiliser quelques gestes que j'utilise au Kenya. Les gens, ils peuvent être choqués. Et aussi, un Français ne doit pas utiliser tous les gestes au Kenya. Il y a un jour, je mangeais avec l'attaché de coopération audiovisuelle où j'étais en stage à ce moment-là. Et il disait, on était à Sarip Center, il y avait beaucoup de gens. Et il me tenait par l'épaule et il disait au Bilo, là, tu as travaillé dur cette semaine. Tu as travaillé dur. Tout de suite, tout le monde a commencé à nous regarder. C'était un peu bizarre. C'était un homme dans ses cinquantaines. Et puis, moi, j'avais 20 quelque chose. Et puis, un homme qui me tient sur l'épaule et puis qui dit, il faut travailler. Là, ça a causé des tensions dans le restaurant où on était. Et donc, le savoir-être, c'est de savoir que ce geste pourrait causer toute une guerre dans un pays ou pourrait causer un problème. Moi aussi, du Kenya, je dois savoir que je ne peux pas utiliser tous les gestes en France. Si je vais visiter un Legio Maria, et c'est le pasteur, c'est dans l'église, je sais que je ne dois pas tenir la main si je ne viens pas de son église. Là, il ne va pas me saluer. Donc, je dois savoir quelle posture adopter. Et puis, nous avons on a parlé du savoir-être, et puis nous avons le savoir-apprendre. Le savoir-apprendre, c'est simplement les stratégies qu'adopte en apprenant de la langue pour acquérir des nouveautés. Okay. Sylvia, il y a un peu de bruit de votre côté. Je vais juste vous mettre en mute. En même temps, je prépare ce deuxième ordi parce que l'ordi que j'utilise en ce moment n'a plus de charge et le câble est dans la salle de conférence. C'était une journée longue. Voilà. Donc, le savoir apprendre, c'est les stratégies qu'adopte un utilisateur de la langue pour adapter ou adopter des nouveautés. Par exemple, je peux observer les gens et voir quels gestes ils utilisent dans un pays. Ça, c'est ma stratégie. Savoir apprendre, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre un livre pour lire, pour savoir quels gestes il faut utiliser. Les gens, ils apprennent différemment. Au Bilo, par exemple, ils n'aiment pas lire les longs textes. Désolé, Félix, si tu écris un livre, je ne lis pas beaucoup. Je préfère entendre ou regarder. Je suis visuellement stimulé plus par des images que par les textes. Donc, Madame Obilo, elle aime le livre.
Donc, quand on regarde Harry Potter, elle lit le livre d'abord et puis on regarde le film. Moi, je regarde le film et je peux lire le livre si j'ai le temps. On est différents. Ce sont des stratégies d'acquérir le savoir. Donc, pour accomplir une tâche, on doit mobiliser les compétences générales individuelles. En même temps, on doit aussi mobiliser les compétences à communiquer langagièrement. En même temps, les compétences à communiquer langagièrement, on parle en 3 composantes. Les composantes linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques. Linguistique, c'est tout ce qui a à faire avec la grammaire, le lexique, sémantique, les compétences phonologiques et orthographiques. Sociolinguistique, c'est savoir les règles de politesse dans un pays ou dans une langue, à dire merci, au revoir, je dois vous voir quelqu'un que je ne connais pas, en Kiswahili, je parle à tout le monde de la même façon, en anglais aussi, mais en français, je dois vous voyez. La même chose pourrait se passer dans la langue Luya, où quelquefois, on utilise le forme Muambia, je ne sais pas, je me souviens plus de l'exemple exact, mais il est possible d'adresser une personne au pluriel. Je ne sais pas qui vient de cette communauté et qui pourrait nous éclaircir le point qui me fait souffrir là. Léa Tibole. OK, je crois qu'elle a activé le micro par erreur. OK, voilà. On continue. Et puis, nous avons la composante pragmatique. La composante pragmatique, c'est de savoir comment naviguer une situation. C'est de savoir comment utiliser les outils que j'ai pour naviguer une situation. Donc, par exemple, nous avons la compétence discursive, comment j'organise mon discours. Nous avons la compétence fonctionnelle, comment je réalise mes activités, la fonction. Et nous avons la compétence de conception schématique. On a dit ça, par exemple, au niveau B2, C1, C2, on peut maintenant schématiser bien son activité. Mais aussi, dans le niveau 1.1, par exemple, aller faire une transaction. J'arrive, je salue, je demande s'il y a les articles que je cherche, je demande les prix, je demande comment je paie, je prends mes articles. Ça, c'est schématique. Et tout utilisateur de niveau 1.1, ils vont utiliser le même schéma. OK? J'écris à Boniface, à Benjamin en même temps pour qu'il me rapporte le câble de l'ordinateur. OK. Sinon, on continue. Donc, on a parlé des activités langagières, on a parlé de réception orale, réception écrite, comme vous voyez. On a parlé de production, vous voyez la production orale, la production écrite. On a parlé de l'interaction orale, l'interaction écrite, où les gens se parlent, mais on n'a pas parlé de la médiation. La médiation, selon l'image, qu'est-ce que vous comprenez par cette image pour la médiation? Quelqu'un qui voudrait contribuer? Ah bon? Qui va essayer d'expliquer ce que c'est la médiation au niveau de la langue ici et du CECRL? Jackie Olembo, tu es avec nous? OK. Boniface est en train de regarder avec beaucoup de concentration la médiation. Oui, c'est ça. Vas-y, c'est ça, Boniface. Obilo. Alors, moi, je ne vais pas définir ce que c'est la médiation, mais ce que je vais faire plutôt, c'est essayer d'écrire la photo. Hein. C'est pourquoi je regardais la photo avec attention. Donc, je vois 2 personnes là, une dame, ils sont 2 dames, l'autre c'est un monsieur, et je crois qu'ils interagissent, ils parlent l'un l'autre sur téléphone. Et donc, là, il y a un portable là, au milieu. Hein. Et donc, pour arriver à se comprendre, il faut passer par le portable. C'est bien le portable. Félix, tu penses c'est le portable, ça?
Bien, c'est moi. L'assistant portable, même, Ah, ouais. j'aimerais dire que c'est vraiment, ça donne pas en fait le semble d'un portable, mais en fait, c'est un Ah, voilà. média. Ça j'utilise comme Ah, voilà. Donc, lui, oui, il le introduit le moyen. concept de média. Oui, Et après, les deux, là, ils peuvent se comprendre à travers le portable, quoi. OK. Donc, on peut définir la médiation comme, la, bon, la façon de passer l'information aux gens qui vous écoutent ou qui vous entendent. OK. Oui, c'est Ok. pardon? Oui, oui, oui. La façon peut-être de La faciliter la facilitation de la passation, communication entre la deux. communication. Oui, Exactement, Ouais, exactement. interlocuteur, c'est ça. Faciliter, oui, faciliter Ok. la communication entre deux Voilà. locuteurs Ouais. qui peut-être ne parlent pas la même langue. Voilà. D'accord? Ou même qui parlent la même langue. Par exemple, Boniface, il y a un Français qui vient dans ton institution et qui parle son français comme il parle. Et tes formes 1 qui sont en forme 1 depuis 3 trimestres maintenant, mais n'arrivent pas à suivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas Et qui parle en français de bonjour, je suis. C'est ça. oui, mais tu vas peut-être essayer de répéter la même chose lentement Lentement, c'est ça. avec un langage accessible. OK? Tu n'as pas fait de des gestes. traduction. Oui, tu n'as pas fait de traduction. Ce que tu as fait, c'est la médiation. Médiation, Mais ouais. la traduction et l'interprétariat, c'est le niveau le plus haut de la médiation. Sinon, la médiation, c'est rendre accessible des informations à deux personnes qui ne parlent pas la même langue ou qui se diffèrent un peu dans leur niveau de la langue. Ce sont des activités, quand on parle d'activités langagières, c'est ça. Nous avons dit que la langue se parle dans les domaines différents et le CECRL définit comment on utilise la langue dans les domaines différents. Par exemple, nous avons le domaine public pour acheter des choses, pour aller regarder un match de foot, pour aller au cinéma. C'est le domaine public où j'aurai à interagir avec d'autres personnes dans la société. Nous avons le domaine professionnel où je vais utiliser la langue française dans mon travail ou dans un lieu professionnel. Nous avons le domaine éducationnel où je vais utiliser le français pour suivre des études dans un pays francophone. Et nous avons le niveau personnel où John va être amoureux d'une fille française et il va devoir visiter ses parents et il va devoir parler aux parents. Donc ça, c'est un domaine différent. Si on est marié à quelqu'un ou si on a un ami, on agit différemment à un ami que dans le public où je dois traiter avec les gens que je ne connais pas. Donc, il y a ces 4 domaines où je vais être amené à communiquer en français. Je vais sauter les thèmes. Le CECRL définit la capacité de communication de différents utilisateurs selon une échelle, ce qu'on va appeler les échelles. Il y a les échelles les échelles globales, et puis il y a les échelles détaillées. Dans le CECRL, vous allez trouver les échelles globales. Par exemple, globalement, ce que la personne est capable de faire quand on le classe comme un niveau 1-1. Donc, le CECRL permet de segmenter l'apprentissage en vue de l'élaboration des programmes par niveau. Et il fournit aussi aux enseignants et aux responsables pédagogiques des points de repère. Il définit les utilisateurs selon les 6 niveaux différents. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et nous avons aussi un autre petit niveau qui est le A1.1. Je ne passe pas beaucoup de temps là-bas parce qu'on va y arriver. Donc, si vous lisez le CECRL, vous allez trouver ce qu'on appelle les descripteurs. Et nous aurons les descripteurs à l'échelle globale. Donc, c'est le descripteur qui décrit le niveau. Nous aurons les descripteurs à une échelle détaillée par activité langagière et par niveau. Par exemple, généralement, au niveau de la production écrite, qu'est-ce que l'utilisateur est capable de faire
pour la production écrite ou pour la production orale ou pour l'interaction orale. En dessus de ça, si vous lisez ce document, vous allez voir encore une échelle plus détaillée par compétences communicatives, langagières et par niveau. Donc, c'est un document très détaillé. J'ai dit, par exemple, tout d'abord, vous allez trouver l'échelle globale. Après l'échelle globale, vous allez trouver l'échelle détaillée par activité langagière. Et finalement, vous allez trouver l'échelle détaillée par compétences communicatives, langagières et par niveau. C'est un manuel que vous ne pouvez pas lire entièrement, sauf si vous aimez beaucoup la lecture. Ça fait 100... Qui a déjà vu ce document? Ça fait combien de pages? Boniface. C'est un grand document là, hein? Énorme. Je choisis Boniface parce qu'il est examinateur d'ELF depuis longtemps. Il ne connaît pas le nombre de pages dans ce document. Ce n'est pas une information importante. Ce n'est pas un document à mémoriser. C'est un document de référence. Et moi-même, je suis formateur. À chaque fois, je me balade avec le CECRL pour justifier mes propos. À chaque fois qu'il y a un problème, je parcours le document pour voir où est-ce qu'il était indiqué quoi. Donc, voilà. C'est un document qui fait environ 192 pages. Vous imaginez, de texte. On n'arrive pas à tout lire. C'est un livre même. Voici les descripteurs à l'échelle globale. Pardon, monsieur Robile. Est-ce que vous allez partager ce document sur Polycap pour qu'on puisse voir? Comme j'ai dit il y a quelque temps, ce n'est pas la peine de partager le document. Si vous allez sur le site de la Commission européenne, vous allez trouver ce document. Écrivez juste sur Google CECRL français, vous allez trouver le document rapidement. Oui. Voilà. Sinon, entre-temps, je vais aussi chercher sur Google. Si je le trouve, je vous mets le lien. Même pour le stage que j'anime en ce moment, je n'ai pas porté le document. J'ai simplement donné un lien sur Internet. Oui, que les stagiaires ont suivi pour trouver le document. OK? Donc, vous allez le trouver. Je vais essayer de trouver le lien pour vous mettre dans le chat. En parlant, je viens de le trouver. Donc, comme on a dit, c'est un document qui fait 196 pages. C'est un peu beaucoup. Je vais mettre le lien dans le chat. OK? Voilà, je l'ai trouvé. Oui, voilà, j'ai vu. Oui, vous pouvez déjà cliquer sur le lien pour voir le document. OK? Ouais, confirmez-moi que sur votre écran, vous avez l'échelle globale, n'est-ce pas? OK. Donc, l'échelle globale nous dit globalement ce que la personne est capable de faire à quel niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, vous pouvez donner ça à un parent d'élève qui vient à l'école pour vous demander et mon élève apprend le français, ma fille ou mon fils, qu'est-ce qu'il pourra faire avec le français? Et vous pouvez dire à la fin de Form 4, il aura acquis le niveau B1. Il sera capable de comprendre les points essentiels d'un discours, par exemple, et utiliser le langue, quand le langue standard est utilisé. Et vous voyez que c'est déjà écrit. Quand vous allez demander un emploi quelque part, l'employeur a ça. Il va regarder ça pour savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Ou bien il va demander à l'Alliance française d'expliquer ou d'interpréter le CECRL selon le niveau que vous avez. Voilà. Ça, c'est l'échelle globale. Après, ce document a les échelles détaillées par compétence, par activité langagière. Là, par exemple, on parle de la production écrite générale et vous voyez qu'il y a des activités par niveau, ce que la personne est capable de faire dans la production écrite générale. Et après, il y a l'échelle détaillée par compétences communicatives, langagières et par niveau. Par exemple, la maîtrise de l'orthographe.
par exemple la grammaire, par exemple prendre part à une conversation, par exemple parler avec un natif, un locuteur natif. Ce sont les choses qu'on va trouver maintenant à ce niveau où on est à l'échelle détaillée par compétences communicatives langagières et par niveau. C'est un grand livre qui a été divisé aussi par niveau. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ne vous suicidez pas à essayer de mémoriser tout le livre parce que c'est un document de référence qu'on peut trouver sur Internet. Là, c'est ce qui concerne le CECRL. J'invite vos questions pendant les 2 minutes avant que je passe à notre document. Il y a des questions? Pas du tout. Semble pas du tout. Ah, OK. Ça amuse, hein, on continue. Soit je suis clair, soit Bien noir. je suis perdu. On continue au bilan. Continue. Pas du tout. Pas de questions. Bonjour Ricardo, c'était bien d'entendre ta voix. Merci. Oui, on te suit toujours. Ah ouais. OK, ça va. Avec ta photo là, comme quelqu'un qui est bien en vacances quelque part. Sylvia, on ne se connaît pas. C'est quelle Sylvia? Sylvia de Mombasa. Ah, de quelle école à Mombasa? Brayburn. OK. Braibana. Enchanté. Elle est très, elle est un membre vraiment fort de la KTF de la côte, hein, depuis longtemps. OK. Vous voyez à quel point j'ai perdu des contacts. Je ne connais pas Sylvia. Sylvia, moi, c'est au Bilo. J'étais très actif à l'époque. De nos jours, je connais. Elle a fait son 200 français à personnes. l'Alliance française pour juste. OK. Super. On passe à une autre présentation maintenant. Donc, la première partie était parler du CECRL et maintenant, on va parler de DELF. Mais avec un rappel rapide, qu'est-ce que le CECRL? On a dit que le CECRL, c'est un document référentiel qui a été conçu pour fournir une base transparente, cohérente et complète pour l'élaboration des programmes d'études et de lignes directrices en matière des langues, la conception du matériel d'enseignement et d'apprentissage et l'évaluation des compétences en langue étrangère, toutes les langues européennes. Et il définit les méthodes d'apprentissage et d'enseignement et d'évaluation des langues et propose une échelle de compétences standardisées en français langue étrangère. OK? Et c'est ça l'important et c'est ça ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ça a été conçu par la Commission de l'Europe, comme on a vu, et ils prennent une approche actionnelle de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Cette approche est articulée autour des descripteurs et d'échelles décrivant les compétences des apprenants selon les 6 niveaux. Et comme j'ai dit, tout ça n'est pas un secret. Vous pouvez le distribuer à vos apprenants et aux parents pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent être capables de faire, à quel niveau. Ça leur aidera aussi à essayer d'évaluer leur progrès en apprentissage de la langue française. D'accord. Donc, on va parler des niveaux, parce qu'on a parlé des 6 niveaux, pour bien comprendre les niveaux de langue française. Et là, je vais vous inviter à vous exprimer sur 2 ou 3 images que je vais projeter. Là, qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une question technique. Réponse libre. Ne pas là, hein? Si c'est un père qui, avec un enfant, ou peut-être un fils, une fille, à la patinoire, peut-être qui entraîne son fils ou sa fille à faire de la patinoire, je crois. OK. Donc, je vais vous demander de focaliser sur la fille. OK? Quelqu'un qui veut décrire la fille? La fille, elle ne peut pas pratiquer le truc. Le patinage. Même, hein? Ouais.
Elle ne peut pas pratiquer le patinage elle-même. Ok? Doit être Quelqu'un d'autre qui veut ajouter? tenir. Quelqu'un d'autre qui veut contribuer sur la situation de la fille? La fille, elle a besoin du papa Pour faire du patinage. Et OK. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? la fille se débrouille de frais de patinoire ou le patinage. Ah, elle se débrouille. Est-ce que C'est ici, est-ce qu'on peut partir à la maison et dire ma fille fait du patinage? Non, ok. Moi, je pense qu'elle va tomber là, hein. Si le papa la laisse, elle tombe. Et la chaise? La chaise, ça tient bien. Donc, messieurs, dames, c'est notre situation ici. Nous avons un utilisateur, parce que c'est un utilisateur de l'activité patinage, qui ne peut pas tenir debout seul, qui a besoin de soutien, qui a besoin qu'on la guide, qui ne peut pas avancer. Et si on ne se trompe pas, ce n'est pas la 10e fois qu'elle fait ça, c'est peut-être la première ou la 2e fois. Donc, on est dans quelle phase? La découverte. On est dans la découverte. Cette fille découvre ce que c'est cette activité. Et elle ne peut pas faire cette activité. Tout ce qu'elle essaie de faire, c'est d'utiliser le soutien du papa et de la chaise pour ne pas tomber. Ça, c'est la description exacte de notre niveau 1.1. Au niveau 1.1, on essaie de ne pas tomber. On découvre le français. À la fin du niveau 1.1, on préconise entre 80 et 120 heures d'apprentissage. À la fin du niveau 1.1, l'utilisateur est capable de confronter les situations qu'on trouve à l'arrivée dans un pays francophone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est capable de rester vivant ou de satisfaire ses besoins immédiats. La première semaine, en arrivant dans un contexte francophone. J'arrive au Sénégal, tout de suite, je dois manger. C'est pour ma survie. Ce n'est pas pour m'amuser. Je dois trouver un logement. C'est pour la survie. Je dois savoir où je vais, sinon je me perds et je vais dormir dans la rue. C'est pour ma survie. Je dois savoir comment faire des transactions simples avec l'argent. Je dois savoir comment manger et comment payer ce que je mange. Je dois savoir comment payer les transports. Je dois savoir comment saluer les gens. Je dois savoir comment donner mes informations aux douaniers. Je dois savoir comment demander les informations à quelqu'un qui a dit qu'il allait m'aider. Tout ça, ce sont des activités de survie. Ce sont des choses que je dois faire pendant les 3 premiers jours ou la première semaine à l'arrivée au Sénégal, par exemple, à l'arrivée en France ou à l'arrivée en Belgique. Ce sont des choses des tâches que je dois accomplir la première semaine. C'est la survie. Et comme notre petite fille ici, il s'agit de la survie. Je ne peux pas prétendre parler français. De même façon, cette fille, on ne peut pas dire qu'elle fait du patinage. On peut dire, oui, je l'ai amenée aujourd'hui. Elle a vu comment ça ressemble, à quoi ça ressemble. Mais on ne peut pas dire qu'elle a fait du patinage. Donc ça, c'est notre niveau 1.1. Notre niveau 1.1, il n'est pas francophone. Il survit avec la langue française. Il est capable de satisfaire ses besoins immédiats en se servant de la langue française. Il est capable de demander à manger. Il est capable de demander où trouver le bus. Il peut trouver l'école où il doit aller ou la salle de conférence où il doit aller. Il peut demander où sont les toilettes. Il peut demander un taxi et payer. Il peut comprendre un menu. Tout ce qui le permet de survivre. Le premier contact dans un pays francophone. Question? OK. Dans ce cas-là, on passe au prochain. Regardez cette image. C'est le prochain niveau. Notre utilisateur tient
aux rails, on va les appeler les rails parce que c'est un truc métallique qui est juste à côté. Elle tient les rails. Est-ce qu'elle peut patiner maintenant? Presque, hein? Il est prêt à patiner. Prêt à patiner. Prêt. S'apprête à patiner. Il est prêt. Il va se débrouiller. Elle va se débrouiller. Non, pas débrouiller, en fait. Il s'apprête à patiner. D'accord. Pas vraiment se débrouiller. Elle s'apprête. Oui, Elle s'apprête. Souvenez-vous, quand vous avez commencé à nager, moi je me souviens, je suis presque mort à Mombasa la première fois que je suis entré dans beaucoup d'eau. Ça arrivait jusqu'à la hanche, mais je suis tombé, j'ai failli mourir. Et je me suis dit, je vais apprendre à nager. Je suis allé dans la piscine 1 ou 2 fois. Il y avait des filles, donc il fallait arriver au côté profond pour montrer que j'étais un garçon brave. Donc, qu'est-ce que je faisais pour y arriver? Je ne pouvais pas nager. Donc, je prenais la barre. Il y a la barre à côté, la barre métallique. Et je me tirais comme ça jusqu'à la fin. Et je disais, oh, regardez, Nico, nickel. Et puis, je revenais. Ça ne voulait pas dire que je pouvais nager. Ça veut dire que je suis un peu plus confortable dans l'eau. Je peux essayer, mais j'ai toujours besoin de soutien. Cette fille qui est sur la photo, elle ne peut pas encore patiner. On a l'impression qu'elle se prépare, mais elle ne peut pas toujours tenir debout et on voit qu'elle tient la barre pour ne pas tomber. Sinon, quelqu'un qui sait patiner, il n'a pas besoin à tenir la barre. Donc, toujours pas prêt à partir. On est toujours dans la survie. On essaie. Un niveau A2, par exemple, il va pouvoir parler le français pour satisfaire ses besoins immédiats comme un A1, mais en même temps, il va pouvoir parler de son environnement, de ce qui est autour de lui. Il essaie de sortir des soutiens, mais il ne peut pas aller loin. Elle tient toujours la barre. Elle ne peut pas aller loin. Elle tient les rails. Donc ici, on voit quelqu'un qui essaie de sortir de son espace personnel, intime, pour aller au-delà, mais qui ne peut pas aller loin. Donc, on reste dans l'environnement. Un utilisateur de niveau A2, il peut décrire son environnement immédiat, mais il ne peut pas tenir une conversation. Il n'est pas autonome. Il ne peut pas sortir ici sans tomber. Ça, c'est un niveau A2. Imaginez si vous partez pour une conférence en France, vous arrivez en France et la première chose niveau A1, vous allez accomplir vos besoins immédiats, vous allez trouver à manger, trouver un logement, ouvrir un compte en banque. Et puis, deuxièmement, quand vous allez dans le lieu de conférence, vous n'allez pas continuer à vous présenter toute la journée. Vous allez rencontrer d'autres personnes et il faudra dire d'où vous êtes, par exemple. Il faudra dire ce que vous faites, par exemple. Il faudra décrire où vous habitez. C'est des choses qu'un A2 fait. Vous avez rencontré des gens, vous allez au-delà de se présenter. Donc maintenant, on parle de notre environnement, on parle de notre pays, on parle de notre école, on parle de notre lieu de travail. Ça, c'est un niveau A2. Puis, donc on dit au niveau A2, on survit. On n'a pas encore commencé à s'amuser avec le français. Puis, on a le niveau B1. Le niveau B1, on a cette petite amie à nous qui est très focalisée, très déterminée à continuer. Vous voyez comment elle mord la lèvre. Même les Kenyans, vous savez quand vous dansez, vous voyez un Kikuyu qui tape les mains et mord la lèvre. Vous savez que la danse est devenue sérieuse. Hein? Donc, vous voyez qu'elle mord la lèvre. Maintenant, elle est concentrée, elle est focalisée, elle veut aller loin. En regardant ses jambes, on voit bien que cette fille est tombée pas 1 ou 2 fois, mais plusieurs fois. Mais elle continue. Maintenant, elle ne tient pas les rails, elle n'a pas besoin de soutien. Elle va tomber, oui, plusieurs fois, mais elle n'a pas peur. Maintenant, elle est indépendante des rails.
Maintenant, elle peut commencer à dire, oui, je patine. Et on entre dans une zone qu'on appelle l'indépendance dans la langue française. C'est le niveau B1. Dans le niveau B1, on va vers les choses qui ne sont pas très concrètes. Des choses qu'on n'a pas touchées, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas entendues. On va vers des choses qu'on imagine, où on va nous demander de nous exprimer sur des choses qui ne sont pas concrètes. On n'est plus dans la description des choses, on est plutôt dans l'expression de nos points de vue sur les choses. C'est le niveau B1. On se débrouille à communiquer. À niveau B1, dans le lieu de travail, il pourra comprendre les points essentiels des communications. Il pourra assister à une réunion où on ne parle que le français. Il va repérer les points principaux, pas tous les détails, les points principaux. Et il pourra dire quelle décision a été prise. Mais il ne pourra pas intervenir dans la réunion ou dans la conférence. Une fois qu'il a organisé ses pensées, les gens auront déjà changé de sujet. Lui, il ne pourra pas intervenir. À niveau B1, il se débrouille. On est ensemble? Ouais. OK. Là, on passe à niveau B2. Vous voyez notre fille là. Maintenant, elle ne regarde même pas où elle va. Elle regarde un adulte à côté. Ah, elle a beaucoup de confiance. Bah, vous allez dire, elle est tombée aussi. Oui, mais est-ce que ça l'arrête? Non. Elle continue. Elle ne regarde pas, même pas où elle va. Elle n'a pas peur. Maintenant, elle est autonome. Maintenant, elle a maîtrisé comment faire la chose. Maintenant, elle peut patiner avec des adultes qui patinent depuis longtemps. On imagine que ça, c'est le coach. On voit le sifflet. Elle patine avec la coach et elle n'a pas du mal. Ça, c'est notre niveau B2. Notre niveau B2, il parle couramment la langue. Il peut parler à des natifs sans causer l'attention. On voit bien cette femme. Elle a patiné depuis longtemps. La fille patine avec elle, mais ça ne pose pas de problème. C'est ça notre niveau B2. Notre niveau B2, il peut vivre sa vie en français. Il peut travailler en français sans problème. Et il peut travailler avec des locuteurs natifs sans poser de problème. Ça, c'est notre niveau B2. Notre niveau B2, il peut faire une présentation qui est méthodiquement développée, par exemple. Et vous allez voir tous ces descripteurs dans le CECRL. On arrive au niveau C1 où on commence maintenant à faire le patinage artistique. On est expert, on a maîtrisé. Les choses sont sérieuses. Je vois Boniface qui se redresse pour regarder bien cette photo. Parce que maintenant, les choses sont sérieuses. Ça, c'est notre niveau C1. À niveau C1, il maîtrise la langue. À niveau C1, il est capable de comprendre, analyser et présenter et débattre des documents ou des supports sur des sujets complexes présentés en langue française. Je reprends tout ce que je viens de dire. À niveau C1, il est capable de comprendre, d'analyser, de présenter et de débattre sur des sujets complexes présentés en français. Ce n'est pas seulement le niveau de langue ici qui est évalué, c'est aussi la capacité à analyser les documents complexes ou des sujets complexes présentés en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va peut-être pas soumettre un enfant de 14 ans au niveau C1, bien qu'il parle français, parce qu'il y a d'autres compétences qui sont demandées, les compétences d'analyse. Et j'ose dire au niveau universitaire, quelqu'un qui n'est pas arrivé au niveau universitaire aura du mal à passer l'examen C1 ou avoir une conversation sérieuse avec un locuteur de niveau C1. À niveau C1, il parle pas avec un natif, mais il parle comme un natif, un locuteur natif. Il n'a pas de problème à s'exprimer en français. Il peut vivre sa vie en français, il peut se fâcher en français, il peut être content en français, sans réfléchir beaucoup. Il peut y aller directement.
Ça, c'est le niveau C1. Et puis, nous avons le niveau C2. Au niveau C2, on cherche la perfection, mais dans la vie, on ne finit jamais de perfectionner. Ça, c'est le niveau C2. Dans le CECRL, on définit combien d'heures on a besoin pour chaque niveau. Et on dit, par exemple, niveau A1, il faut être en classe pendant 120 heures, entre 80 et 120 heures. Pour le niveau A2, 120 heures. Pour le niveau B1, 150 heures. Pour le niveau B2, 180 heures. Et puis, pour niveau C1, 250 heures. Pour le niveau C2, il n'y a pas de définition parce qu'on apprend tout au long de sa vie. On a parlé des utilisateurs élémentaires, des utilisateurs indépendants, des utilisateurs expérimentés. Tout ça pour arriver à comprendre la structure de DELF-DALF. DELF-DALF, c'est quoi? C'est un diplôme qui est proposé par le ministère de l'Éducation nationale pour valider les compétences en français depuis les premiers apprentissages jusqu'au niveau les plus avancés, A1, A2, B1, B2. Le diplôme DILF, DELF, DALF. DILF, c'est le diplôme initial de langue française. DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Et DALF, c'est l'étude approfondie de la langue française. Diplôme approfondi de la langue française. Ils sont indépendants et sanctionnent la maîtrise des 4 compétences langagières. Et ils sont valables pour la vie. C'est pour qui? C'est pour toute personne qui aimerait passer cet examen de n'importe quel âge. Et c'est pourquoi nous avons cet examen pour tous les groupes. Par exemple, il y a le DELF public pour tous les âges, il y a le DELF prime pour les primaires et le DELF junior pour les écoles secondaires ou pour les adolescents. Vous avez des raisons pour passer le diplôme. Avec le DELF B2, on peut aller étudier dans un pays francophone. Avec le DELF-DALF, on peut mettre ça dans le CV pour bien distinguer nos CV par rapport à nos concurrents. Et puis, recevoir un diplôme de France, c'est motivant et ces diplômes pourraient offrir un meilleur standard de compétences linguistiques pour les professeurs aussi. Donc, je vous encourage à obtenir le C1 et le C2. C'est un examen qui est passé partout au monde et le Kenya fait partie des 172 pays où on passe l'examen DELF. Au Kenya, nous avons en ce moment 3 centres de passation et de temps en temps, nous décentralisons les centres pour pouvoir les passer dans des zones différentes. Par exemple, le DELF Junior a été tenu dans l'école Saint-Angusturi parce qu'il y a eu plus d'une centaine de candidats de cette école. On peut le faire dans des autres villes si jamais on a un bon nombre de candidats. Le DELF-DALF, et vous pouvez voir les chiffres de DELF-DALF. En 2019, on a eu plus de 515 000 candidats partout au monde pour toutes les déclinaisons de DELF. Le plus grand, c'est le DELF tout public, suivi par le DELF scolaire, puis le DELF junior. Le DELF scolaire, c'est ce qui est fait dans le cadre des systèmes scolaires. Par exemple, si un jour au Kenya, on décide de ne pas concevoir nos examens au KCSE et d'adopter le DELF, on pourra faire passer le DELF scolaire. Sinon, en ce moment au Kenya, on fait passer le DELF junior. Et dans les niveaux, il y a beaucoup plus de candidats qui passent le A2 que le A1, le A2 et le B1. Et ça s'explique par le nombre de personnes qui passent le DELF scolaire. Le DELF scolaire, c'est surtout niveau B1 ou niveau A2 selon les pays. Il y a des pays qui demandent seulement le niveau A2 DELF scolaire au niveau de baccalauréat. Et c'est pourquoi nous avons les grands nombres. Sinon, au Kenya, il y a beaucoup plus de candidats au niveau A1 que dans les autres niveaux. Je vais sauter un peu pour arriver à des choses... oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Voici les 6 niveaux. Donc, nous avons le DILF qui est une sorte de certification donnée aux personnes qui viennent juste d'arriver dans un pays francophone. En France, par exemple, les réfugiés, on leur donne ce diplôme pour montrer qu'ils peuvent commencer à survivre en français. Au moins, ils ont des connaissances de base. Et puis après, nous avons le A1 jusqu'au C2. Les déclinaisons de DELF, nous avons le DELF Prime, DELF Junior, DELF Tout Public et le DELF Pro. Le DELF Junior, c'est destiné à des enfants de entre 7 ans et 11 ans. Et ils reçoivent ce diplôme pour les niveaux A1.1, A1 et A2.
Pour le DELF Junior qui vous concerne, les profs du secondaire, c'est pour les adolescents entre 12 et 18 ans et pour les niveaux A1 jusqu'au B2. Puis, il y a le DELF tout public qui va jusqu'au niveau C2 et après, il y a le DELF Pro qui est destiné à des professionnels. Donc, quelqu'un qui a étudié le français des affaires, par exemple, et il ne voudrait pas passer le DELF tout public, il peut passer le DELF Pro qui a la même valeur. Est-ce qu'il y a une question? OK, on continue. Qu'est-ce que le DELF évalue? On a dit qu'il y a 4 compétences évaluées. Tout d'abord, il y a la production de l'oral où il y a aussi l'interaction orale. Nous avons la compréhension de l'oral, nous avons la production écrite et la compréhension des écrits. Simplement dit, on teste la capacité à communiquer. Pour communiquer, on peut émettre un message oralement ou par écrit. Et on doit comprendre une communication en lisant la communication ou en entendant la personne qui parle et en comprenant ce qu'il dit. Donc, simplement dit, si vous expliquez à vos étudiants ou aux parents, on teste les 4 compétences de communication. Parler, entendre ou écouter, lire et écrire. C'est les 4 compétences. Chaque épreuve vaut 25 points. Pour avoir le diplôme, il faut obtenir 50% en total. Mais par compétence, par épreuve, il faut obtenir un minimum de 5. Donc, un minimum de 5 par épreuve pour avoir le diplôme. Le DELF Junior est organisé à l'Alliance française 2 fois par an, au mois de juin et au mois de septembre, comme cette année. Il va coûter 5 000 shillings pour le niveau A1, 5 500 shillings pour le niveau A2, 6 000 shillings pour le niveau B1 et 7 000 shillings pour le niveau B2. Les prix pourront changer l'année prochaine parce qu'on doit ajuster chaque année selon le taux d'inflation. On a maintenu ces tarifs depuis un moment, mais dans le futur, ça risque de changer. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de la présentation. J'ai encore quelques minutes où je vais vous permettre de poser des questions. Ou de faire des commentaires. S'il y a quelque chose que vous pensez que je n'ai pas mentionné, on peut partager avec les collègues. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Les passations pour cette année aura lieu en septembre, oui? Oui, nous avons déjà eu une session en juin où nous avons eu environ 120 candidats et nous aurons une autre session en septembre. Je cherche la date ici. Le 25. Oui, le 25, merci. Je n'ai pas le calendrier avec moi. Le 25 septembre. Oui. Oh, ok. Je sais, pour les écoles internationales, c'est un peu brutal. Oui, c'est un peu brutal. Oui, c'est un peu brutal. Oui, c'est pourquoi il ne fallait pas rater la session de juin. Ok. Et après, quels sont les centres à Nairobi, à part l'Alliance française? L'Alliance française de Nairobi. Oui. Quels autres centres est-ce qu'il y a à Nairobi? À Nairobi, il y a seulement l'Alliance française de Nairobi. Oh, ok. Oui. On peut ouvrir un autre centre dans le pays si jamais il y a assez de candidats. Parce que vous savez, après, ça vient avec les coûts pour pouvoir envoyer des examinateurs dans ces lieux. Donc, par exemple, l'année dernière, avant les problèmes COVID, on avait commencé un effort pour ouvrir un centre à Nakuru. Mais pas un centre physique qui existe, mais passer l'examen dans une école à Nakuru, qu'on va nommer comme un centre temporaire. Mais finalement, on n'a pas pu le faire. Donc, il faut avoir assez de candidats pour pouvoir ouvrir un centre. Je vous ai donné l'exemple de St. Andrews Turi, où il y a eu une centaine de candidats de la même école. Dans ce cas-là, nous avons déplacé les examinateurs à cette école. Ils ont passé 3 jours dans cette école à faire passer les examens.
Une autre question? J'aimerais parler à l'honneur de Sylvie qui a écrit sur notre chat Delphes Prime. Est-ce qu'on a les dates de Delphes Prime et quelle date on aura évidemment de Delphes Prime? Ça, c'est une question auprès de Sylvie, ce que je viens de voir sur notre chat. OK, merci Félix pour cela. Le Delphes Prime était programmé pour le 27 mars. L'année dernière, presque la même date. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 ans? C'est la même chose. Une semaine avant le Delphes Prime, on a eu le confinement. L'année dernière et cette année aussi, c'était dommage. Ces examens sont des examens officiels du ministère de l'Éducation en France. On ne peut pas changer les dates. On pose les dates au mois d'octobre pour l'année à venir et on ne peut pas changer de date. Donc, l'année dernière, on n'a pas pu pousser ces dates pour l'examen de Delphes Prime et cette année non plus. Donc, malheureusement, on est coincé, on n'a pas pu pousser les dates. Donc, on doit attendre l'année prochaine pour la prochaine session. J'espère qu'elle a bien entendu ça, Sylvie. Oui, merci. Voilà. OK. J'ai une question, Monsieur Obilo. Mhm. J'ai constaté qu'on a changé au fait la manière dont on passe l'examen DALF, c'est-à-dire pour l'épreuve individuelle et les épreuves collectives, on passe le même jour. J'aimerais savoir pour l'examen d'août, au mois d'août, est-ce qu'on va faire la même chose ou quoi? Normalement, on a une seule date pour passer les épreuves collectives et les épreuves individuelles. Mais dans le cas où, par exemple, le Delphes tout public, il y a trop de candidats, quelquefois, on ne peut pas objectivement examiner plus de 300 candidats le même jour. Donc, dans ce cas-là, des fois, on demande à un niveau de venir le samedi suivant ou de venir un vendredi avant pour passer les oraux. On peut déplacer les oraux, on ne peut pas déplacer les épreuves collectives. Donc, les épreuves collectives seront toujours pendant la date indiquée, mais si l'effectif n'est pas gérable, on va faire les oraux un autre jour pour un niveau. La dernière session, par exemple, nous avons conduit les oraux du C1 le vendredi avant l'examen. Et il est possible aussi qu'on convoque les B2 aussi pour un peu alléger la charge pendant le jour de l'examen. J'espère que c'est ça la réponse que tu cherchais, Winnie. Oui, merci. Et un commentaire, s'il vous plaît. Oui. J'aime bien comment vous avez géré la présentation. C'était clair, c'est évidemment vraiment quoi. J'ai beaucoup appris. Ouais, toi, tu apprends encore et encore. Winnie. Mais si, c'est ça. Winnie est maintenant examinatrice. Oui, Winnie est maintenant examinatrice de Delphes. Nous avons habilité quelques examinateurs et examinatrices au mois d'avril. Et là, maintenant, nous sommes en train de faire une autre formation. Ils ont encore des tests à passer demain. Courage aux stagiaires. On verra ce qui se passe demain. S'ils réussissent, on va avoir beaucoup plus d'examinateurs dans la région de l'Ouest. On pourra imaginer recommencer le Delphes dans la région de l'Ouest, Kisumu ou Kakamega, selon le nombre de candidats. Je ne trouve pas juste de faire voyager les élèves de Kisii pour aller à Eldoret pour passer cet examen, alors qu'on peut passer cet examen à Kisumu. Donc, tout d'abord, on ne peut pas juste ouvrir, on doit tout d'abord développer la capacité. Donc là, on développe la capacité des profs de l'Ouest. On a une vingtaine de stagiaires. Je suis sûr que la majorité vont être habilités. Comme cela, on pourra commencer encore à avoir des examens à Kisumu. Ou à Kakamega, ça dépend. Oui. Une autre question ou commentaire? Moi? Oui, Lilaouli? Mon Internet est faible là. J'espère que je suis clair. Je voulais juste attirer votre attention que là, sur le chat, il y a de jolis messages là
des collègues qui apprécient, qui disent que la manière dont tu as géré ou vous avez géré, vous préférez, qu'est-ce que tu préfères là? Il faut me tutoyer, j'ai perdu du poids. D'accord, oui, étant donné que là, déjà, tu animes un stage à Kisumu et la fatigue, et puis là, tu passes des heures aussi à nous communiquer ces informations importantes. Ça nous touche vraiment au corps. Ça montre que, voilà, nous aussi, on est important et spéciaux. Donc, merci beaucoup. C'est ça ce que les collègues, en fait, disent sur le chat. Et aussi des félicitations à Félix d'avoir joint à l'équipe, grande équipe, l'Alliance française. Oui, Merci. on avance parce qu'il a du travail. Félix a du travail à faire, il sait. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Il le sait. Pour donner la chance, je vais faire un commentaire sur Félix. Pour donner la chance aux collègues et pour essayer de bâtir encore l'équipe de l'Alliance, on a accueilli 2 personnes qui doivent d'abord passer par un stage, voire des épreuves pour devenir prof à l'Alliance, mais je suis sûr que Félix a les capacités. Diana Wanyoni est déjà à l'Alliance française, elle est dans la 2e semaine du stage, donc peut-être au mois d'août, elle pourra aussi commencer ses cours. Donc on espère, si tout va bien, normalement on dit si tout va bien, Inch'Allah, on va commencer, sauf s'il y a un problème. Et je ne prévois pas de problème avec Félix. Vous avez vu sa capacité déjà dans ces réunions. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait un problème. Il y a Sylvia qui me dit de ne pas oublier Mombasa. Et Sylvia, je vais aussi parler des formateurs. Donc, merci Lidaouli pour le message d'encouragement, pour la présentation. Je suis content que vous avez suivi et que vous avez aimé la manière de présenter. Et ce n'est pas quelque chose que je fais seul. Il y a aussi d'autres formateurs dans le pays. Maintenant, nous avons été formés comme formateurs pour habiliter d'autres examinateurs correcteurs. Donc, pour répondre à Sylvia, oui, on n'oublie pas Mombasa. À Mombasa, vous avez déjà un formateur, il s'appelle Kennedy. Il n'a pas encore eu la chance de vous former puisque nous n'avons pas le budget pour former à Mombasa, mais l'année prochaine, on va essayer peut-être en travaillant avec la coopération linguistique qui finance ces formations au Kenya pour voir la possibilité de faire une autre formation à Mombasa. Mais pas à pas, oui, ils nous ont soutenus beaucoup et je tiens à les remercier. Tout d'abord, à Nairobi, en avril cette année, on a pu former 8 nouveaux examinateurs et renouveler d'autres examinateurs. L'année dernière, la même chose. Et cette année, à Kisumu, ils financent la formation d'une vingtaine de professeurs pour devenir examinateurs correcteurs. Ils sont logés dans un hôtel à Kisumu. C'est un top secret. On ne voudrait pas que vous veniez ici. Ah bon? Hôtel de luxe, c'est ça. Un hôtel de luxe, donc c'est un top secret. Mais on est là depuis dimanche. Ils ont commencé à travailler en ligne samedi et dimanche, et puis à travailler ici en présentiel depuis lundi. Ils travaillent du 7h du matin, des fois jusqu'à 18h ou 19h. Ils ont des devoirs à faire. Et tout ça, c'est avec bien sûr la facilitation de l'Alliance française de Nairobi qui paie pour le stage sous une convention. C'est un contrat qui est signé entre l'Alliance française et l'ambassade de France. Donc, ce que je disais, c'est que nous avons formé 8 formateurs dans le pays et ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. Et Mombasa n'est pas une exception. On va bien sûr, après Kisumu, penser à Mombasa et on va voir avec les partenaires, la coopération linguistique, comment il est possible d'organiser une autre formation pour la zone côte. Oui. Possiblement à la fin de cette année ou l'année prochaine. Ça dépendra des moyens. OK. Quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter? Moi. Oui, ça va. Merci Obilo pour ton intervention. C'était génial. Moi, j'avais une question. Est-il possible pour l'équipe de l'Alliance française de passer aux écoles pour nous aider à faire
savoir nos élèves que ces diplômes existent et leur importance. Je sais bien que nous faisons ça déjà, mais quelquefois, quand ces élèves entendent une voix différente de celle de leur professeur, normalement, il y a une réception un peu différente. Donc, je voudrais savoir si, dans votre plan, votre projet, vous avez conçu une idée au long de ces lignes. Merci. Tu n'as pas, Sawa, à nous inviter dans ton école parce que nous, déjà, on veut venir pour prêcher l'évangile de la langue française et du DELF. Bien sûr, et vous le savez, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, la promotion de la langue. Et c'est moi-même qui cherche les écoles où je peux aller pour parler de la langue française. Donc, il suffit de nous inviter et surtout, toi, Sawa, quand il y a les embouteillages, on peut marcher à ton école. C'est l'école la plus proche à l'Alliance française. Tu n'as pas à faire une longue invitation, tu n'as qu'à organiser un jour et me dire par avance que on aura une soirée où on aura un moment pour parler du DELF Junior aux élèves et tu verras, on viendra et on parlera aux étudiants, pas de problème. Et à toutes autres écoles, et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient dans l'école. Donc, si vous voulez nous inviter, pourquoi pas. John, j'aimerais venir dans le château de Harry Potter. dans cette école très jolie. Et Boniface Lidaouli aussi, c'est une école qu'on a visité beaucoup, Nairobi Academy. Donc, pourquoi pas revenir et parler aux étudiants du DELF Junior. Et peut-être, comme John le souhaite, dans le futur, peut-être John pourra coordonner avec les écoles internationales dans cette zone de Karen. Vous avez les Hillcrest, Nairobi Academy, James, et tout ça. Si vous arrivez à avoir une centaine de candidats, on peut déplacer les examinateurs à votre école si c'est plus sécurisé. Je comprends. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui veut venir au centre-ville. Donc, si jamais vous pouvez coordonner, avoir une centaine de candidats, pourquoi pas, on va dispatcher des examinateurs à vos écoles. Oui. Bonne idée, merci. Donc, Sawa Bomba, prochain trimestre, invite-nous. On va venir passer un après-midi avec les élèves pour parler de DELF Junior. Oui. Et il ne faut pas nous limiter à 15 minutes. On veut rester 2 heures, 3 heures. On veut bien s'amuser. En tout cas, nous sommes en train d'organiser une journée française, mais pas avec d'autres écoles, à cause des réseaux sanitaires. Mais une fois que la journée là soit bien indiquée dans notre programme, je vais te donner un signe. Je vais te faire signe. OK. Merci. Exactement. Volontaire, je serai là. Mais moi et d'autres personnes, je peux aussi inviter Campus France et Sciences Po, puisqu'il y a une nouvelle personne qui vient de Sciences Po. On peut venir ensemble et pour enrichir ton programme. Il suffit de m'informer en bon temps. Merci. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. J'aimerais… Oui, pardon? J'aimerais vous demander, au cas où c'est possible, de partager cet enregistrement, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible, quoi? C'est enregistré sous le compte de Julie Briand. Donc, c'est Julie Briand qui va pouvoir vous diffuser l'enregistrement. On va attendre qu'elle revienne au bureau. N'oubliez pas, peut-être début août, de lui demander de partager la vidéo. OK, merci. Je vous en prie. Et comme M. Sawa aime les photos, si jamais il a pris des photos, est-ce qu'il peut partager ces photos? C'est permis? Quelle photo? France International, etc. Il y a des droits, des trucs, des droits, etc. Non, on peut partager sur Facebook, je ne sais pas où. Boniface, tu fais allusion à quelle photo? Les photos pendant la réunion, on n'a rien pris là. La capture d'écran. Cette réunion aujourd'hui? Ouais. Oh, c'est une grande réunion, ça. Je ne fais rien de pareil. Tu blagues. Il y a des gens qui ont pris des photos. OK, ce que vous pouvez faire, vous pouvez activer vos vidéos. Comme ça, on prend une capture d'écran
Comme ça, on prend une capture d'écran. Activez les vidéos. Oui. Pour les gens qui sont là, et comme ça, on peut... Moi, je voyage. Je ne suis pas sûre si... Ah, voilà. C'est bon ça, Winnie. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est mieux, c'est ça. OK. Je vous vois. Donc, à un moment, et puis on prend la photo. OK. Souriez, vous êtes filmé. Attendez, j'essaie de capter, mais mon ordi me dit des choses. Donc, un petit moment. N'arrêtez pas de sourire. OK. Ça va. Un autre, parce que là, c'est moi qui grattais le... C'est moi qui grattais mon visage. OK. Souriez. Bonne face, souris. Super. Ah, d'accord, d'accord. Super. Je vais vous envoyer ça dans Enseignant de Bonheur. Comme ça, vous avez la photo. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre le repos maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit à tout le monde.